Bah, le résumé, c'est plutôt simple et en même temps complexe, mais en gros, le film suit le parcours de Sammy Fabelman, petit garçon américain. Ah, je sais même plus, c'est au départ où ils sont. En Floride, non? Je crois que ouais, on va dire la Floride. Et qui va, et c'est littéralement la première scène, découvrir très jeune sa première séance de cinéma, son premier film en public avec des gens et avec ses parents, en compagnie de ses parents. Et à la sortie de ce film, le traumatisme va être si grand que ça va devenir une obsession et qui va être comblé avec l'aide de ses parents par l'envie de faire des films. Petit à petit, donc on suit un petit peu toute ça. Adrien Clément a regardé 3 streams consécutifs ce mois-ci. On tient à l'applaudir. Donc voilà. Donc toute ressemblance avec des personnes déjà existantes est totalement fortuite. Bien évidemment, Fabelmans est une allégorie de la vie, la propre vie de son réalisateur Steven Spielberg, où bien évidemment dans ce film nous allons suivre et le processus de ce jeune Sammy, de comment petit à petit il va arriver à fabriquer des films et à comprendre et à voir ce que ça provoque chez les gens et ce que lui, c'est très complexe, mais comment lui il aborde tout ça. Et en parallèle nous avons l'histoire de ses 2 parents qui dans les États-Unis de cette époque et tout leur parcours par rapport à l'amour aussi et la définition aussi peut-être de l'amour et de qu'est-ce que c'est que d'être jeune parent et les relations, tout ça. Il y a la judaïté aussi qui est là. Bref, c'est le film de Spielberg qui est peut-être le plus ancré dans la réalité, l'air de rien. On est dans une histoire réelle quoi, de gens qui font leur petit bonhomme de chemin et il n'y a pas un truc fantastique ou un rebondissement tenant de l'absurde ou de l'anecdotique quoi. Oui. On est vraiment dans quelque chose où on voit des gens vivre et leur parcours et voilà pendant 2h30 qu'on voit pas du tout passer. Je sais pas pour toi. Pareil. Ouais, non, c'est passé à la fois vite et lentement. Ouais, t'es tellement, en fait, il te plonge tellement dans cet univers que tu fais abstraction de tout le reste, ouais. Mais c'est la force de, enfin, voilà. Il y a 2 choses, c'est que voilà, c'est ce que je dis en off avant de démarrer le live, c'est que ce qui est super important, parce que tout le monde rentre dedans à pieds joints de dire le rapport à Spielberg et tout, vous pouvez voir ce film sans connaître mais ni un seul film de Spielberg, ce qui est quasi impossible, ni sa vie, c'est vraiment juste un très bon film, c'est-à-dire tout le rapport avec sa propre vie n'est pas obligatoire pour apprécier la grande qualité, pour pas dire ce chef-d'œuvre pour moi, mais vraiment la grande qualité de ce film, quoi. Ouais. Bah, surtout qu'en plus, au final, le film s'appelle bien Les Fablesman. Il s'appelle pas Sammy. Ouais, il s'appelle pas Spielberg. Ce qui montre bien aussi que le film tourne avant tout autour de cette famille. Alors oui, un peu plus précisément autour de Sammy, mais le film parle avant tout de cette famille de façon générale, quoi. Donc c'est pas, le film n'est même pas centré, je trouve, sur lui-même à proprement parler, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un des trucs qui est de toute façon hyper émouvant quand par contre tu connais l'histoire de Spielberg ou que tu connais le monsieur et tout, c'est que bien évidemment à plus de 70 ans, quand il décide de faire un film qui parle de lui sans parler de lui, en fait il parle pas de lui. C'est super beau, il parle des gens qu'il a aimés et qui sont ses proches et tout, quoi. Bref, mais voilà, c'est-à-dire qu'avant tout c'est un grand film sur la famille, et avec une grande maturité, un recul qui permet d'être efficace aussi dans sa narration. C'est là où il n'y a vraiment pas de bout de gras, je trouve, dans ce film. Et alors certains, comme je disais avant, sauf si vous êtes allergique à l'Americana, parce que bien évidemment c'est une histoire ancrée aux États-Unis, donc il y a des choses qui sont typiquement américaines et qu'on a pu voir de manière stéréotypée dans d'autres films et qui là cherchent un peu plus profondément tout en faisant hommage. Enfin, faut savoir qu'on rigole beaucoup aussi dans ce film. Ah oui. C'est un truc on note pas assez. C'est quand même régulièrement tu rigoles, mais c'est de bon cœur, quoi. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on note pas assez dans la carrière de Spielberg, en fait. C'est qu'il a toujours eu ce truc de faire des scènes extrêmement sérieuses et d'un seul coup d'avoir des ruptures à l'intérieur avec beaucoup de comiques et où même des fois tu sais plus si tu dois rire ou pas.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais, parce que des fois, en fait, des fois, c'est là où l'amalgame se fait pour un public français un peu ou européen un peu plus élevé en termes de cinéma. C'est que parfois, tu as l'impression que c'est tellement potache que tu crois que c'est parce que c'est mal fait. Mais non, c'est l'humour de Spielberg aussi, quoi. Des fois, ça déborde un peu le côté potache. Et d'ailleurs, avec ce film, on comprend un peu d'où ça vient aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Oui. Mais voilà, en dehors d'être un film qui permet d'avoir les clés. Attention, petit lien avec Ready Player One pour ceux qui n'auraient pas compris. D'avoir les clés sur son cinéaste, son créateur, c'est d'abord un super film de famille et qui parle bien évidemment frontalement aussi du divorce et de, comme toujours dans tous les films de Spielberg, mais là pour une fois de manière frontale, réaliste et en même temps apaisée. Oui. Et en même temps vraiment, Oui. c'est bon, je viens de comprendre. J'ai 75 ans, j'ai compris. Tu vois. Et non mais c'est super beau, voilà. Donc je sais pas. C'est ça que j'ai. Voilà. C'est un truc que j'ai trouvé assez beau aussi dans le film, c'est qu'il arrive. Enfin, c'est mon ressenti en tout cas. Il arrive à 2 moments clés de la vie de Spielberg et de l'histoire de façon générale. C'est que déjà il arrive un peu comme tous ces cinéastes dans une période où les plateformes de streaming arrivent et où j'ai l'impression que tous les cinéastes se disent peut-être que c'est bientôt mort, peut-être que c'est bientôt fini le cinéma. Donc allez, je vais parler de mon amour pour tout ça et advienne que pourra, on verra. On est encore plus loin que juste je vais me raconter, c'est vraiment je vais vous raconter aussi comment on fait du cinéma, qu'est-ce que j'en ai appris et à quel point c'est cool. Ouais. Il y a cette énergie dedans, il y a un enthousiasme. Et après ce second truc de dire je commence à arriver aussi à la fin de ma carrière en fait. Je commence à avoir un certain âge, je sais pas pendant combien de temps je vais pouvoir faire des films. Donc je commence à réfléchir à moi-même, à tout le chemin que j'ai parcouru, et il y a presque, je trouve qu'il y a presque un côté testament dans le film, tu vois, sur sa vie. Pas testament dans le sens où c'est pas clôturé, il clôture pas quelque chose. Ouais, mais il y a un truc ultime. Mais il y a un truc ultime. Ouais. Voilà, de dire voilà d'où j'ai enfin compris de là d'où je viens, tout ce qui m'est arrivé. Maintenant c'est bon, tu vois. Quoi ouais, mais moi, tu vois, moi il y a un truc ultime comme tu le dis, et en même temps, et c'est ça qui est, c'est le dernier plan te dit. Non. En fait, ce qui est c'est la leçon que j'ai apprise, c'est que c'est jamais fini, quoi. Et ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est que la fin, je la trouvais un peu déceptive. Ah ouais, c'est bizarre, parce que ça se clôture pas vraiment, et c'est ce dernier plan justement qui rajoute une petite touche de. Ok. D'accord, ok. En fait, toi-même, tu comprends pas trop les leçons, mais tu les appliques parce qu'il y a un truc qui te fait, c'est ça qui te fait continuer finalement dans la vie. Ouais. Bon, ce plan, on va pas Non. On va pas le divulgacher pour le coup parce que c'est vraiment un truc où. Ben, c'est vraiment le truc où la séance que j'ai faite, elle était remplie, c'était une avant-première et même ceux qui pouvaient peut-être moins aimer et tout ça peuvent pas s'empêcher de sortir avec un petit sourire. Bah ouais, je vais te dire, la séance qui était assez drôle, c'est que tout le monde parlait au début, pendant les pubs, etc. Il y avait quand même pas mal de bruit par rapport à certaines séances, tu vois. Ouais. Et je me suis dit merde, putain, ça va être chiant. C'est des gens qui vont au cinéma pour se réchauffer, ça, quoi. Voilà, tu vois, putain, ça va être chiant. Le film démarre, tout le monde se tait, et au bout de 10 minutes, il n'y avait plus rien, plus un bruit. Il y avait même une mère qui était venue avec son fils fils qui mangeait pas mal de bonbons assez bruyamment au début, et il s'est vite arrêté. Tiens, s'il faut, sa vie elle est changée avec ce film, parce qu'il vraiment il a ce pouvoir, ce film. Et j'ai trouvé ça cool déjà que sa mère l'emmène voir ce film. De ouf. Mais derrière, surtout, le film se termine et t'avais presque un côté de bon, on s'en va. Ah ouais. Tu sais, ce truc de d'habitude t'en as qui parlent, qui discutent, qui sont un peu. Ouais. Ah, il y avait presque un truc de ok, on a compris pourquoi tout le monde est. Enfin, tout le monde a besoin de calme là, tout le monde a besoin d'être tranquille. Donc on sort, on fait pas de bruit. Restez ceux qui veulent rester. Enfin, tu sais, il y avait un peu ce sentiment de on va pas venir emmerder en termes, tu vois, en termes de. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est que on vient de voir une vraie œuvre avec un vrai propos, une vraie force. Après, tu le réceptionnes ou pas, mais on va respecter ceux parce que c'est ce que tout raconte le film, c'est que une séance de cinéma peut te changer ta vie, quoi. Oui. Voilà. Et puis mais c'est en dehors du cinéma, films, en fait, mais bon. Ouais, mais t'as beaucoup de films aussi où tu sors du film et t'as envie de discuter avec les autres et de dire ah t'as compris ce truc là, etc. Et du coup souvent t'en as qui parlent, et là t'avais presque l'impression que tout le monde est en
oh non, mais y a pas besoin d'en parler, on a compris. C'est assez ultime, ouais. Allez, on sort, tu vois. Et vraiment, c'était rare, je trouve. Ah, mais moi j'étais en mode. Séance aussi calme et aussi apaisée, tu sais, au niveau des spectateurs. Moi je vais revenir pour ceux qui suivent peut-être nos lives et tout, mais donc il y a 3 semaines j'avais juste résumé rapidement en disant voilà, j'ai passé 45 minutes à pleurer tout le début du film pour diverses raisons. Maintenant j'arrive à les situer, ces raisons là, mais c'était le truc en fait que je pouvais pas faire à la fin du film, c'est-à-dire que quand tu discutes d'un film après une séance à chaud, c'est que tu vas revenir sur certaines choses qui t'ont plu. Et en fait, à chaque fois que je voulais revenir sur une scène, je me la remémorais et du coup, ça revenait. J'avais les boules là, tu vois. Okay. J'étais en mode... c'est trop beau pour que je puisse l'exprimer avec des mots, tu vois. Parce que, en effet, pour exprimer, c'est pas que ça fait pleurer parce que c'est triste, parce que machin. C'est parce que dès le début, j'ai fait... Putain, merci. En fait, il y avait une espèce de reconnaissance de voir un vieux monsieur qui a rien à prouver et tout ça et qui te dit ok, je vais me poser 2 secondes et je vais essayer d'exprimer au plus grand nombre comment je suis arrivé au cinéma et peut-être donner des clés, voilà, peut-être donner des trucs, voilà, enfin tout le début, comme je disais, la toute première scène, c'est ce jeune Samy qui est dans la file d'attente avant de sa première séance de cinéma et où t'as les 2 parents qui expliquent qu'est-ce que c'est le cinéma, qu'est-ce que c'est le cinéma. Oui. Et que du coup, il comprend pas et que c'est abstrait pour lui, il y a un truc où il s'imagine des grands trucs. Et en fait, il y a tout qui est incroyable, c'est-à-dire t'as le mouvement de caméra, t'as les acteurs, le fait que tu reviens à un truc à la E.T. où tu vois pas la tête des parents et puis d'un coup tu vois les parents. Et en fait, tout ce truc-là dans ma tête, ça a été overstimulant et j'ai commencé déjà à être un peu comme ça, à me dire... Mais c'est... pareil, j'ai eu ce truc où vraiment de me dire, ah tiens, c'est... Enfin... C'était inconscient, c'est pas un truc que j'ai vraiment formulé, mais comme tu dis, c'est cadré comme E.T. au début, très centré sur les enfants, mais dans E.T. c'est presque une manière, entre guillemets, de créer une différence entre eux et une certaine violence, en fait, entre les adultes et les enfants, tu vois. Alors que là, d'un seul coup, les adultes se rabaissent pour venir l'accompagner et pour se mettre à son niveau, et il y a un truc qui est assez... Et en fait, c'est un truc qui se passe entre les lignes où tu fais « Ah ouais, d'accord, je comprends le projet que tu vas faire », c'est-à-dire que les parents aussi, on va avoir une vision apaisée, douce et compréhensive, bienveillante aussi de leur parcours à eux et pas juste comme tu dis violente comme peut vivre un enfant. Il joue beaucoup avec tes certitudes de la même manière qu'un enfant voit ses certitudes bousculées, où tout le long du film tu penses voir les parents et même tous les personnages d'une certaine façon et arrivent des scènes où tu te dis ah non, ok, d'accord, c'est pas ce que j'imaginais, et puis il arrive une autre scène qui te dit ah non, en fait c'est... Et en fait, petit à petit, tu sais, tout se nuance, comme un enfant comprend petit à petit que c'est pas blanc ou noir, qu'il n'y a pas des gentils, des méchants, et que... moi, il y a plein de moments, en fait, il y a plein de scènes, voilà, parce que là, ça fait moins 3 semaines, où je me rappelle même de scènes que j'avais pas oubliées sur le moment, mais que je me dis, ah putain, il y a ça aussi dans ce film. C'est ce genre de film aussi. C'est que là, quand tu parles de ça, je pense à la partie du milieu, qui est une des séquences ultimes aussi du cinéma, de montage incroyable, voilà. Enfin, tout ce qui se passe derrière, de comment elle a été fabriquée cette scène, ce que ça fait dans le récit et tout, voilà, c'est incroyable. Mais du coup, il y a un rapport avec la mère, entre guillemets, où moralement, j'étais là, waouh, là, je sais pas de quel bord tu te poses, Spielberg, de comment tu t'es en train de la juger, t'es pas en train de la juger, machin et tout. Et en fait, tout se nuance, comme tu dis. Qu'il joue. Ouais. C'est là où je trouve que ça marche super bien. Montre d'une certaine façon et d'un seul tout le process. Ouais. Voilà. Et tu peux être que bienveillant à la fin du film. Ouais. J'aime beaucoup cette séquence dont tu parles parce que ça vire presque au thriller en fait à ce moment-là. Ah ouais, on est clairement dans du De Palma, du Hitchcock. Enfin, mais non, mais j'y repense, les coupes, les trucs. Bon bref, je reprends la première scène. Je vais juste terminer la première scène pour exprimer un peu ce que c'est le film aussi. C'est que donc, il y a ça, il y a les parents qui expliquent, il y a tout ce truc hyper ludique avec la caméra, ou comme on disait, le rapport des parents, machin, bidule. Après, t'as la séance de cinéma, tu vois ce qu'il voit, tu vois comment il est choqué, et hop, t'as une coupe, et t'as exactement le même plan du gamin qui fait la tête médusée dans la voiture. Taxi. Et eux qui essayent de lui expliquer, essayent de voir qu'est-ce qui va pas parce qu'il parle plus le gamin. Et en fait, tout le long du film, il y a ce truc hyper ludique de enthousiasmant qui t'engage, quoi, de bonheur de faire du cinéma au sein même du film, de faire des coupes et de faire ah là c'est drôle, vas-y on fait ça et tout. Et voilà, et notamment, enfin, j'ai revu la scène de alors comment je pourrais te dire, la caméra dans le miroir. Putain, rien que ça, quand je te dis le terme, tu fais mais c'est fou comme c'est pensé, quoi.
C'est vers la fin. Caméra dans le miroir. Il y a une engueulade entre guillemets et lui il regarde de loin et après il regarde le miroir et il se voit lui en train de filmer la scène. Oui, effectivement. En fait j'ai revu rapidement sur YouTube cette scène qui avait été mise et j'ai fait putain ça tient sur 3 coupes mais qui sont dévastateurs. Enfin il y a plus de pensée là-dedans que dans n'importe quel essai. Et il y a plus d'interrogations en fait, aussi. Ça m'a surpris parce qu'en fait quand la scène est arrivée, je me suis presque dit enfin, je l'attendais en fait ce truc là parce que c'était. Et en même temps, elle est pleine d'interrogations. En fait, il décrivait ce sentiment là bien avant, mais il le montrait jamais de manière frontale entre guillemets. Et là, d'un seul coup, de voir ce plan là, j'étais là. Ok, oui. Ouais, t'as une série de 3 plans qui te résument ça. L'écran, enfin j'allais dire l'écran et son double comme à Montpellier, la Paul Valéry. Non mais voilà, c'est la réalité, son double, sa représentation, il y a tout, c'est incroyable. Ça m'a fait un peu penser à la séquence de Tic Tic Boom où il est en train de s'engueuler avec sa copine et où d'un seul coup t'as ce gros plan sur lui en train de battre la mesure sur le dos de sa copine. C'est ça. Et où elle comprend qu'il est en train de composer déjà le mettre en scène, voilà, de ce qui se passe. Parce que bien évidemment, ce qui est le plus troublant pour tous, hein, mais pour tous ceux qui ont voulu être de toute façon artistes, ou qui le sont, même au fond d'eux et tout, c'est que bien évidemment, c'est un vieux monsieur qui explore complètement cette question-là de comment tu ne peux pas affronter la réalité sans passer par ce prisme-là. Ouais. C'est ça la condition. Et t'as cette séquence au milieu avec l'oncle aussi, donc Jude Hirsch, qui est pareil. Tu rigoles en même temps que t'es en larmes totales, quoi, parce qu'en fait, il dit des trucs où tu fais bah ouais. En fait, moi, ce qui a été bizarre, c'est que bon, déjà, je me souviens très peu du film. Ah, mais c'est normal. Tu verras dans 2 semaines. Non, mais parce qu'en fait, je sais pas si je m'en souviendrai plus d'ici là. C'est qu'en fait, il y a eu un truc où première moitié du film. Ouais. J'étais là, c'est beau, mais émotionnellement, il se passe rien. Sur mon visage, il se passe rien. Et je suis là, genre. Bah, t'es comme le gamin au début. Merde, qu'est-ce qui se passe? Non, mais surtout merde, parce que j'en ai parlé un peu en live, j'ai un peu du mal à sortir le monstre. Oui, non, mais c'est ça, à ressentir vraiment les trucs, à extérieur, enfin faire sortir les émotions entre guillemets que je ressens pendant une séance ces derniers temps, tu vois. Et je me retrouve devant des films où je suis là, putain, mais je trouve ça génial, mais il se passe rien sur mon corps, enfin tu sais. Alors que c'était pas le cas avant, tu vois. Donc toute la première partie du film, c'était ça, et je me disais putain, mais pourquoi je comprends pas, tu vois. Et en fait, est arrivé le milieu du film avec une scène de projection. Alors, est-ce que c'est la projection avec sa mère? Ouais. Ah ouais, non mais c'est incroyable ça. Ouais, une scène de projection où là, d'un seul coup, tout est lâché. Tout est lâché. Et ouais. Et en fait, il y a eu presque un truc, je me suis dit avec le recul, de peut-être que l'émotion était très retenue jusque-là, parce qu'en fait, à partir de là, je pleurais ou j'avais les larmes aux yeux non-stop jusqu'à la fin, quasiment. Et c'est ça, à force, il t'arrive à t'avoir, quoi. Et en fait, à partir de là, ça a été un trop-plein d'émotions constant jusqu'à la fin, et qui fait que j'ai oublié le film, parce que j'avais c'était trop tout le temps, et donc en fait, je me souviens, tout le début, au final... Je m'en souviens au final très peu. Et oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu un trop plein d'un seul coup. Et oui, et oui, c'est ça en fait. Il y a un truc de trop plein et puis il y a un truc de comment dire. C'est marrant parce que moi c'est le contraire. C'est au moment où il arrive au lycée et qu'il a ses problèmes de lycée et tout ça machin. Je sais pas, j'étais dans un carcan que je connaissais, le teen movie, tu vois. Ouais. Et en fait là j'étais moins à fleur de peau. J'étais là, je me suis dit ok, c'est rigolo, il y a ça. Ah tiens ça c'est terrible. Ok. Déjà, c'est que moi, ça m'a fait écho surtout à partir de là, à ma vie. Bien sûr, ouais. Mes parents se sont séparés quand j'étais au lycée. Et que donc, j'ai vécu aussi un peu toutes ces choses-là. Enfin, il y a des choses que je connaissais, quoi. Et puis surtout, il y a eu ce truc au moment de cette projection, et qui ensuite a été un fil rouge jusqu'à la fin du film. C'est ce truc de... en fait, par la caméra et par l'art que tu crées, tu te rends compte a posteriori que
que c'est comme ça que tu comprends le monde et que tu arrives à l'exprimer aux autres et que t'es pas capable de mettre en forme les choses que tu penses et que c'est comme ça que tu arrives à t'adresser aux gens. Et en plus, sachant que Spielberg a découvert qu'il était dyslexique bien plus tard, il y avait presque un truc de dire je comprends enfin qu'à ce moment-là j'essayais de communiquer avec, parce que avec ma famille, avec les gens. Encore une fois, on ne sait pas quelle est la réalité de la fiction, parce que voilà, ça s'appelle Fableman, ça s'appelle pas Spielberg, et je pense que cette scène, elle a pas vraiment existé, que tout ça, enfin voilà. Par exemple, non, bien sûr. Comment dire, il y a un détail sur l'issue de ce couple à la fin, où en fait, Spielberg l'a su qu'à 50 ans. C'est-à-dire que, par exemple, après, il a pas, il en a voulu à son père pendant très longtemps, quoi. Ça se voit dans ses premiers films et tout. Et qu'il y a un truc qu'il ne savait pas, que dans le film, il sait plus tôt, on va dire. Bon, bref, mais complètement. Il y a ce côté fiction. Je trouve qu'en fait, à partir de cette projection, il y a presque un truc où la fiction devient un fantasme de super beau, de ses pensées en fait et de son raisonnement qui s'est passé sur des années en fait. Non, mais il y a un truc. Alors encore une fois, c'est un film qui est absolument qualitatif et tout ça, c'est tout ce qui te vient au cerveau ou dans l'expression de ce que tu as ressenti, ça se fait de manière hyper naturelle avec Spielberg, c'est pas du tout pompeux ou intellectuel ou quoi. Par contre, si tu fais un petit recul, en effet, à ce moment-là, il y a ce truc de le cinéma révèle des choses. Le cinéma, le cinéma en tout cas, le fait de faire des images, de les monter en soi, c'est un langage, donc je peux peut-être me lier ou en tout cas donner des messages avec ça. Mais ensuite, ça se nuance aussi parce qu'il y a des choses qui lui échappent. C'est-à-dire qu'au moment où il veut arrêter de faire tout ça, parce que justement, je suis en train de tout révéler, je suis désolé, mais justement, il y a ce truc qui se passe et tout, et qui refait un film, là, il découvre une autre. Comment dire, un autre univers à l'intérieur du cinéma, c'est ça m'échappe aussi. Le message est parfois contre moi. Oui, contre moi, je l'ai pas voulu. C'est de raconter aussi, il y a ce truc où il grandit texto, quoi pendant le film. Il le dit presque texto, mais je pense que tu peux y passer au travers de ce truc-là. C'est qu'il te dit presque que en fait les films c'est un truc collectif et que chacun aussi il voit ce qu'il a envie d'y voir en fait. Et tu peux autant tu peux avoir une personne qui est minée par un film, comme l'autre en fait peut être l'effet que ça fait c'est pas tu vois, l'effet est incontrôlable sur les gens ça. Et chacun il verra ce qu'il a envie d'y voir en fonction de sa propre image de lui-même et c'est pour ça qu'il y a c'est pour ça que les scènes clés ça va être l'oncle qui arrive et qui lui explique toute chose sur la condition d'artiste et d'être artiste et la famille et tout ça, les gens, les proches. Et tout ce parcours où il découvre que oui c'est protéiforme on va dire, tout ça c'est pas juste pour révéler des choses, c'est pas juste pour illustrer, c'est tout ça à la fois. Et c'est pour ça que la fin elle paraît frustrante, mais en même temps c'est l'acceptation par ce dernier plan du personnage principal de dire je veux nourrir ce truc, je veux faire partie de ça, j'y comprends pas tout mais je veux faire partie de ça. Et bon bref, là on part dans l'interprétation aussi, mais il y a plein de scènes qui sont incroyables. Il y a une scène qui m'est revenue, alors comme toi que tu te rappelles pas du début, ou au tout début, parce qu'il faut dire que les interprètes sont incroyables. Il y en a qui ont pas accroché à Michelle Williams, mais en fait c'est son personnage. Mais moi, rien que Michelle Williams, elle m'a ému. Parce que je me suis dit, pour jouer ça de manière aussi pure, faut être... Et puis en vrai, il y a ce truc où je comprends que pour beaucoup de gens, son personnage puisse être déstabilisant. Mais en vrai, je pense que... Si t'as jamais croisé une personnalité comme ça, quoi. Voilà. Oui, non, mais c'est ça. Parce que c'est très réaliste, je trouve. N'importe quelle personne qui a créé un peu voit totalement tout ce qui se passe dans ce personnage-là, comprend tout ce qui lui arrive et c'est terrassant. Moi, c'est elle qui me faisait le plus pleurer au début, vraiment, en me disant, parce que je connaissais la vie de Spielberg et je connaissais sa mère, du coup. Donc j'avais ce truc en plus, peut-être, cette clé qui me permettait de me dire, mais je vois ce qui se passe là. Je vois ce qui se passe là. Et elle joue tellement bien. Et en fait, je pense qu'en le revoyant une deuxième fois, quand tu sais l'issue un peu de tout ce qui se passe, peut-être que ça débloque parce que un sentiment que tu peux avoir, mais que tu comprends pas trop au début.
Parce que il y a une séquence qui m'est revenue, c'est la séquence où elle ramène tous les gosses quand il y a une tempête. Donc ça te permet de t'exprimer la différence entre le père et la mère, c'est qu'elle est un peu plus faux-folle. Mais en fait, il y a un truc, sur la condition féminine, sur tout plein de choses qui sont très très belles, quoi. Très très belles. Et sur l'artistique aussi. Voilà. Et je me suis rappelé de ces séquences il y a pas si longtemps où je me suis dit, je l'avais oublié ça aussi. Elle est incroyable. Où tout d'un coup t'as l'impression d'être dans la guerre des mondes. T'es au début du film, et tout d'un coup t'as des pylônes électriques qui pètent et tout, machin. Tu fais waouh. Mais on n'est pas du tout dans un film familial là. Là, il y a plein de trucs. Et puis même Paul Dano, j'ai beaucoup aimé son. Eh ben lui, c'est en creux et d'un coup, tu vois les trucs. Il y a un truc beaucoup plus en retenue dans son jeu qui. Surtout que j'ai l'habitude de son. Il a fait quand même beaucoup de rôles de mauviette entre guillemets. Oui. Un peu. Je comprends. Il dégage un peu ce cliché entre guillemets de l'homme faible. Du mec qui. De l'homme faible qui veut du avoir masculin faible, mais qui n'y arrive pas, quoi, et qui est un peu dépassé par ce truc-là, et où du coup son jeu est très vite explosif en fait, comment dire, c'est peu dans la nuance parce qu'en fait c'est des personnages qui ont comme ils sont faibles entre guillemets, ils explosent vite pour essayer d'avoir l'air fort entre guillemets. À fleur de peau, ouais. C'est ça, et du coup j'ai moins l'habitude de le voir comme ça, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus en retenue. Oh mais il est fort, putain, tous les regards, parce que c'est un film qui a des dialogues et tout ça, mais ça se passe beaucoup sur les regards, en tout cas entre les deux, j'ai envie de dire les trois. Parce que Seth Rogen est incroyable aussi dedans, putain, il y a des séquences où tu fais waouh, dur. T'es un bon gars en fait, tu vois, c'est dur quoi. Il y a aussi toute la famille juive aussi, la mère et tout, c'est incroyable. Ah ouais, alors la grand-mère. Ouais, alors on a des séquences qui, c'est drôle hein, comment ces films sont tous sortis en même temps. T'as des séquences qui rappellent Armageddon Time, de repas où les gens, mais sauf que Spielberg, ça fait depuis le début de sa carrière qu'il façonne cette scène de repas où tout le monde se parle les uns sur les autres et tout. Mais là, bon, pareil, on arrive à un espèce de truc ultime où il y a tellement de choses qui se jouent. Mais ouais, il y a plein. Enfin, moi, en tout cas, il y a rien que. Enfin, je veux dire. On va avoir du mal à s'en remettre, quoi. Enfin, c'est pas qu'il est terrassant, mais c'est juste que je me dis, putain, là, on a vraiment, pour moi, en tout cas, le meilleur film de l'année. Allez, si on veut faire des classements. Mais c'est même pas ça, c'est que c'est un film que dans la carrière de Spielberg, qui fait partie de ces films qui, de toute façon, on reviendra dessus régulièrement. Parce que, il exprime sa propre vie, donc forcément, ça donne des clés sur ses autres films. Bah oui. Alors, tu repenses à Arrête-moi si tu peux, tu repenses à Minority Report, parce que la séquence de montage, tu penses à ça. Et puis même, ce que j'ai trouvé génial aussi, ça a été de retrouver plein de tropes de mise en scène venant d'un peu tous ces films. Et quand tu connais en plus ces films, il y a des trucs où tu comprends d'où viennent dans le sens même, Tu te dis, ok, je comprends maintenant ce qu'il a voulu faire à l'époque avec ce film et en quoi ça fait écho avec ce moment-là qu'il est en train de me raconter. Non, ça aussi, ça peut te mettre les larmes aux yeux dans le sens où tu fais, waouh, c'est d'une maîtrise, il y en a pas deux, quoi. Il y en a pas deux pour, à ce point, revenir sur sa carrière, ne pas faire quelque chose de mégalo, pas du tout. Parce qu'on avait pu taxer à Ready Player One les gens qui ne l'avaient mal vu, le film. Enfin, je veux dire, il fait jamais référence véritablement à son cinéma dans Ready Player One, il faut s'en rendre compte, quoi. Jamais. Oui. Il y a un T-Rex et c'est pas le T-Rex de Jurassic Park. C'est ça qui est fou dans Ready. Que personne n'a vu. Et voilà, et en fait tout le reste c'est des références d'autres trucs. Donc c'est déjà Spielberg qui disait dans Ready Player One, mais je suis rien. Je suis fan aussi de ces gens-là. Et d'ailleurs il termine ce film-là, Fabelmans, en disant je suis rien, il y avait des gens beaucoup plus forts avant. Bref, c'est d'une humilité et, comment dire, et de dire tout mon génie vient de mes parents, qui n'ont pas pu l'exprimer peut-être de la même façon. Que tout ce que vous voyez en moi, en fait c'est juste parce que les gens ils m'aiment bien et ils ont voulu me supporter. C'est ça que dit le film et qui est aussi très émouvant pour quelqu'un qui est à ce niveau-là, on va dire. Voilà. Et je sais pas où c'est que je voulais en venir, mais en tout cas, super film, Fabelmans. Et puis sinon, si vous voulez vous taper, allez voir Creed 3. Hein. Là, Octogone dans la salle de cinéma, bam bam bam. La bagarre.
Non, voilà, bon, Mais c'est. du coup, ouais, mais voilà, moi, en tout cas, c'est ça qui était, je trouvais amusant dans la salle, c'est que je trouvais qu'il y avait vraiment un sentiment de tout le monde se prenait un peu le truc en pleine gueule Ouais. et faisait Ouais. ok, ok, Ouais. ok, bon, c'est bon. Oui, parce que alors, parce que c'est un objet du coup vraiment dense, mais t'as le talent, le talent qu'il a façonné de narrateur, de conteur. Hein. Parce qu'on est vraiment dans Fabelmans. Voilà, c'est une fable. Il y a une espèce où c'est hyper bien, une espèce de sentiment où c'est hyper bien raconté. Ça m'a rappelé même Zemeckis, tu vois, quand il te dit je vais te faire un film sur Tom Hanks qui est tout seul sur une île et pendant 3 heures, et qu'en fait tu continues le film parce que c'est bien raconté. Ouais. Ben là, t'as le même sentiment où tu te dis, il y a un je truc continue, aussi quoi. que j'ai beaucoup aimé, tu vois. C'est que quand le film s'est terminé, je me suis dit, j'ai envie de voir le générique par curiosité par rapport à l'équipe de post-prod. Parce que ce que je trouvais génial pour une fois, c'est que très souvent, quand on fait un film d'époque, ou qui se passe dans le passé, ça induit beaucoup de problèmes, en tout cas pour représenter le passé d'un point de vue technique. Et souvent, t'as presque le sentiment qu'il faut le montrer qu'on est dans le passé. Qu'il faut mettre des vieilles rues, qu'il faut mettre des vieux trucs. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il faut constamment bien montrer au spectateur qu'on est dans le passé, sinon il va pas le comprendre. Enfin, je sais pas si ça vient de là ou si c'est pour d'autres réflexions. Moi, je pense qu'à la base, c'est une économie d'efficacité. C'est-à-dire que comme tu peux pas faire non plus 36 000 trucs, tu vas mettre un panneau qui t'explique que t'es en 1963 avec une vieille pub et tout, et comme ça fait la blague. Mais du coup, ça devient un signal, ouais. Un signal beaucoup trop fort dans l'image, ouais. Et puis même, tu vois, tes séquences vont se passer dans des vieilles rues. Enfin, tu sais, tu vas avoir le besoin constamment, j'ai l'impression, de montrer qu'on est dans le passé, tu vois. Et là, je trouve qu'il y a une économie de dire, non, mais enfin, presque le monde a pas tellement changé, en fait. Ouais. Tu vois, parce qu'au final, donc au générique, l'équipe de post-prod est toute petite. Ah ouais. Vraiment par rapport. Mais tu vois que c'est fait en live aussi, beaucoup de choses que tu vois, c'est vraiment. Oui, je crois qu'ils ont utilisé les plateaux virtuels pour tourner certains trucs. Ah ouais, incroyable. Les plateaux virtuels, j'ai oublié le nom, mais les trucs de ILM, quoi, les panneaux. Je sais, ont commencé à le. Ouais, mais je vois pas pour quelle séquence en fait. Ah bah moi non plus, mais c'est ça que j'ai trouvé bien. Ça a été de se dire. C'est très dans la réalité. Enfin, il y a pas de grands espaces. Ah si, il y a des grands espaces, mais est-ce qu'ils ont vraiment changé avec des cactus là? Je sais pas. Mais du coup, j'ai trouvé ça chouette en tout cas. Incroyable. Au final, que l'époque te soit racontée au travers des discussions des personnages. Et pas de toujours s'appuyer juste sur la post-prod, des grands plans larges, des grands trucs. D'ailleurs, j'allais rajouter pour un truc qui est assez simple et que d'ailleurs on n'en parle pas tellement c'est hyper bien équilibré en termes de goût, c'est que bien évidemment il y a plusieurs formats d'images. Enfin, si tu veux, le gamin il commence à faire des films en Super 8, mais c'est pas purement de la Super 8. Enfin, moi tout de suite j'ai fait c'est peut-être de la Super 8, mais c'est quand même hyper propre, c'est quand même. Et en fait, il y a un équilibre super bien fait pour que tu choques pas aussi, tu aies cette sensation de vintage, mais qu'en même temps, tu n'aies pas, en tant que spectateur, une barrière avec ces images. C'est que quand il commence à y avoir, putain, ça aussi c'est incroyable, les moments de montage de Super 8 ou les choses comme ça qui sont en plein écran et qui te donnent toute la sensation que ça provoque aussi. La magie des images qui s'animent et de gens qu'on a appris à connaître, qui sont maintenant nos proches aussi, et tout ça, quoi. Et puis même, je trouve qu'il y a eu aussi un truc où des fois on a tendance à se dire les réalisateurs en font trop sur les plateaux, sur la manière dont ils s'adressent aux acteurs, dont ils parlent, aux acteurs dont tu vois, pour obtenir l'émotion qu'ils veulent, etc. Ouais. Et je trouve qu'il y a une super séquence. Ah oui, elle est super cette séquence. De coaching, entre guillemets. Ah mais ça explique un truc du cinéma aussi, ouais. Mais oui, que ça t'échappe aussi. Je me demande si pour des personnes qui ne connaissent pas ce milieu, ça leur donne pas envie. Parce qu'en fait, il y a ce truc où, dans un premier temps, ça paraît chiant, paraît presque désagréable dans la manière dont il s'adresse à l'acteur. Et puis ensuite, tu vois le résultat et tu te dis... Ça échappe à tout le monde. Même à lui, en fait. Même l'acteur lui-même... Il est dans un espèce de... Oui, mais c'est trop drôle. Et c'est une séquence très très drôle, oui, bien sûr. Non, mais je me demande si ça provoque pas aussi des choses chez des personnes qui connaissent pas ce milieu, qui ont pas ces envies-là et qui d'un seul coup peuvent découvrir ça en se disant
Ouais. Putain, je comprends pourquoi. Moi je trouve que c'est la grande force de toute façon ils- de ce film en premier lieu, si on doit parler que de l'aspect cinéma, de je t'explique que mon parcours par rapport au cinéma, s'il y a un truc incroyable dans Fabelman, c'est en effet que ça te redonne en tout cas cette envie. Et qu'est-ce que c'est à la base? C'est presque Spielberg qui te... C'est là où moi ça m'a ému aussi, c'est que c'est une sorte de mémoire, et que c'est les mêmes mémoires qu'après tu as à la fac, que tu vas le mémoire sur le cinématographe de Robert Bresson, des choses comme ça. Lui il a fait un film en disant voilà ce que j'ai appris. Comment faire un film de ciné-lumette? Ben, il est là en fait, il est en film. Il va pas faire un livre, Spielberg, c'est pas son média et il saura jamais écrire un truc. Mais par contre il te l'a fait là, et là ce truc là on peut le regarder en boucle et tout ça pour avoir un début d'explication de qu'est-ce que le cinéma et de comment le fabriquer selon lui. Parce que la séquence de il faut faire des trous dans la pellicule pour faire les tirs, bon on la connaît tous, toute la technique, enfin moi je la connaissais de Peter Jackson. Je ne sais pas. Voilà. Et je me suis dit, c'est cool, ça perpétue le truc de à la base c'est du bricolage. Oui. Et les performances d'acteurs pour cette séquence-là, c'est un heureux hasard, il faut se bousculer un peu émotionnellement pour arriver à un truc où personne comprend. Et la réception aussi, tu la comprends pas forcément. Ouais. Elle paraît presque anodine, la réception, mais elle est juste... Je me suis même demandé aussi s'il allait aborder ou pas ce sujet-là, si c'était une gêne pour lui ou pas. Le fait qu'il montre au début, très vite, dans les premiers trucs qu'il fait, les gens rire à ce qu'il fait. Oui. Ah oui, alors que ça a l'air sérieux en fait. Que lui il a fait un peu en premier degré, ouais. Je me suis demandé du coup si il allait l'aborder sous ce prisme-là ou pas. Est-ce que ça le gêne lui, et est-ce que c'est gênant entre guillemets que la réception soit différente de manière totalement. Salut, une belle affiche. De manière hyper primaire aussi, c'est un truc qu'on n'a pas dit parce que là on part dans des trucs un peu plus spécifiques, mais c'est parmi les meilleures séquences de gens qui regardent des films aussi. Oui. C'est vrai, le film est rythmé par plusieurs séances et tu pourrais même découper le film en chapitres par rapport à ces séances de cinéma ou de en petit comité et tout. Et la manière dont il met en scène ça très simplement et à la fois très complexe parce qu'il y a le jeu des acteurs et tout ça, c'est parmi les meilleures séquences de gens qui regardent des trucs quoi. Et je me suis même demandé, je me suis posé une question si il n'y avait pas une envie de dire voilà à quoi devrait ressembler une séance une projection de petits films ou un visionnage de petits films, dans le sens où je me suis dit en fait maintenant avec la démocratisation des technologies, le fait que des vidéos soient faites par tout le monde tout le temps partout, et en fait quand quelqu'un te montre un jeune te montre une vidéo, il va presque y avoir un truc où tu vas tout de suite juger au lieu de juste te marrer avec les autres et passer un bon moment et être fier, tu vois, de ce que la personne a fait, tu vois. Et que t'as pas le même rapport quand t'es un proche ou quand t'es quelqu'un d'absolument extérieur ou quand t'es quelqu'un qui a joué dedans. Ou... Ouais, c'est vrai qu'il te montre tout ça. Vois, tout le monde, je me suis demandé, parce que je me demande, alors n'ayant pas d'enfants et n'ayant pas de proches autour de moi qui ont des enfants, je me demande comment les personnes qui ont des enfants maintenant prennent les vidéos que font leurs enfants. C'est-à-dire que nous, à notre époque, ça restait encore un peu dur de faire des vidéos. C'était encore un truc qui n'était pas très démocratisé. Donc quand t'en faisais une, c'était waouh. C'est ça, les parents. Ou c'était médusé, cool, où les gens étaient médusés en disant je comprends pas ce que t'as fait. Mais très bien. Je comprends pas ton histoire parce que t'as fait un peu n'importe quoi, mais c'est cool. C'est ça. Mais tu vois, t'avais une réaction et je me demande, donc ça c'est une interrogation, je peux pas le dire, mais je me demande du coup si les parents le réagissent toujours comme ça ou si maintenant les gens sont tellement habitués qu'ils sont là un peu genre oui c'est normal, continue et puis... Mais en tout cas, pour synthétiser, c'est que c'est un petit manuel de comment moi Spielberg j'ai appris le cinéma et jusqu'au dernier plan, et en même temps c'est un petit manuel de ce que j'ai compris de la psychologie, de l'amour et du développement personnel, quoi, parce que bien évidemment que en creux t'as tout ça où t'as vraiment le résumé de quelqu'un qui revient sur ses mémoires, et
Là où Fabelman, c'est comment dire, c'est une affabulation aussi de sa vie et tout, c'est que à un moment, j'ai pas pu m'empêcher de rire, j'étais le seul à rire, alors que la salle était pleine. Quand t'as Samy qui est torse poil et qui explique des trucs, et tu fais, mais Spielberg, il a jamais été aussi gaulé. Il a jamais été aussi gaulé. L'acteur, il est beau, quoi. Là, tu vois qu'il est dessiné, il est beau, il est mignon et tout. Spielberg, il a jamais été comme ça à cet âge-là. Il était plein d'acné, c'était une asperge, tu vois. Donc c'est là où je me suis dit, là c'est un petit clin d'œil à son propre lui enfant, de dire j'aurais aimé aussi être mignon comme ça. Oui, mais c'est en ça que je trouve que le film, je pense si tu connais pas, enfin si tu sais pas séparer le vrai du faux, et puis même de toute façon ça va avec le propos du film, qui est de dire que c'est jamais vraiment le cinéma, c'est jamais vraiment la réalité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est pas ça qui est important au final. C'est la vérité derrière. C'est la vérité des sentiments. Que ça raconte, tu vois. Et pour moi, justement, il se représente pas lui tel qu'il était, mais tel que lui se voyait en fait. Ou qu'il aurait aimé, ou qu'il a envie de se voir à cet âge-là, quoi. Et je trouve ça, c'est abyssal aussi comme façon de penser. Et que tu te dis, bon, s'il fait ça sur lui, ça veut dire qu'il doit faire ça un peu pour ses parents et tout ça. Et ses parents, bon, il y a aussi ce truc assez émouvant où en effet, le West Side Story c'était pour son père, et là c'est pas directement dit, mais c'est clairement pour sa mère. C'est pour dire, en fait, j'ai compris. C'est clairement écrit, c'est écrit à l'écran. Le générique qui est marqué pour Léa. Oui, je sais plus comment elle s'appelle, En tout cas, pour le nom de sa mère. Jamais on entend Georges Delerue. Le cinéma. La musique de. Oui, c'est clairement le film est clairement dédié à sa, à sa mère, ouais. Et donc les deux, en fait, c'est ça aussi qui est hyper beau, c'est qu'il y a eu cette décence d'attendre que les deux soient plus là pour enfin parler de lui, tu vois. Mais en fait, de parler d'eux. Et c'est assez. Et en même temps, de manière très, encore une fois, je me suis très élevée, c'est très drôle, c'est très. Hein? Je disais oui, effectivement, ils sont décédés, parce que du coup, je me suis posé la question, je me suis douté qu'ils étaient décédés, mais je me suis demandé si c'était vraiment le cas. Mais c'est pas du tout un film de deuil, c'est un film de, au contraire, hommage, et c'est rigolo. Je me suis posé la question en voyant le film, vu que je ne sais pas l'âge qu'il a précisément, je me suis demandé s'ils étaient encore vivants ou pas, et si du coup c'était quelque chose qu'il disait directement, ou si c'était, comme tu dis, un hommage. Alors dédié à sa mère, mais en même temps il fait un portrait de son père qui est hyper joli aussi, de quelqu'un qui est apaisé aussi, parce que bon, c'est un truc psychologique, un homme par rapport à son père, machin et tout ça, lui il a travaillé ça mais 1000 fois, vous avez qu'à penser même au père dans Rencontre du troisième type, quoi, comment il le décrit, les séquences qu'il y a avec les enfants, elles sont d'une violence, et ça a été modifié jusqu'au père dans La Guerre des Mondes, qui est un autre, il s'est mis de l'autre côté, d'un coup il est plus l'enfant, et en fait on voyait... Qu'est-ce que c'est que d'être père, de perdre un fils aussi, qui vient, que tu le vois plus et tout, bon bref, et là on arrive à un autre truc, où c'est à la fois peut-être déceptif, mais beaucoup plus apaisé. Et de dire, bon, on fait tout ce qu'on peut, quoi. On fait ce qu'on peut et ce qu'on est, quoi. Oui, et puis je trouve que la conclusion, sans dire ce qui se passe, la conclusion sur son père et qui est son père est vraiment très, très belle et très douce, en fait. Tu sens qu'il y a un relâchement, il y a un truc qui est... Comme tu dis, de très apaisé, en fait. C'est ça, très apaisé, et qu'avec lui-même, si on peut dire, si Samy est son alter ego, il est pas tendre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vraiment tu te dis, oui, il a pas encore compris cet enfant. Il a pas encore compris. Il sait pas bien comment tu fais avec d'autres. C'est tout le rapport avec sa mère d'ailleurs, qui est hyper, comme tu disais tout à l'heure, nuancé, et qu'on passe par plusieurs étapes, et notamment sa réaction par rapport à certaines choses. Du personnage de Samy, tu peux avoir en tant que spectateur un truc de dire oula, moi je suis pas d'accord là. Oui, et puis t'as même de toute façon le film dit aussi comment dire, pour pas trop en dire, mais en gros Samy a des propos sur sa mère à un moment, parce que ça arrive plusieurs fois, mais il y a un moment où ça arrive et où derrière un autre, et en fait ces propos-là peuvent surprendre en fait à ce moment-là du film. Et tu dis on n'est pas en 2023 là, c'est clair. C'est ça qu'on se dit. Mais surtout, plutôt dans le sens où ils peuvent surprendre parce que c'est pas ce que le personnage te laissait penser jusque-là. Et en fait juste derrière il y a un autre personnage qui vient, qui lui parle et qui explique pourquoi il a dit, qui t'explique à toi spectateur, et qui lui explique aussi un peu à lui pourquoi il vient de dire ça en fait, et où tu
Je sais plus où je voulais en venir avec tout ça. Non mais c'est ça, mais c'est du coup, qu'il y a, il y a un euh, apprentissage aussi. Enfin voilà, on revient sur le truc de c'est un film sur la famille qui est hyper ultime, un film sur l'autofiction de comment tu reviens sur tes propres souvenirs et en parlant de ce que tu es en train de faire de ton art et tout, mais de la manière la plus simple et la plus enlevée possible, la plus fun. Et en même temps, c'est comme les romans d'apprentissage, c'est un film d'apprentissage. On suit vraiment. Il y a une issue à la fin qui est pas du tout, qui reste sur 3 petits points, mais on est dans la recherche du temps perdu de Proust. On est dans dans ce truc-là, mais de manière hyper fun et ludique. Alors qu'on voit vraiment des trucs très subtils et très complexes à exprimer comme ça en parole, qui se passent dans l'évolution du gamin et qui te fait miroir à toi, fait miroir aux autres. Il y a un truc vraiment de maîtrise. D'ailleurs, j'ai trouvé vachement bien pour une fois d'avoir. Donc le film parle c'est le judaïsme. Oui, c'est c'est la judaïté, le ouais. judaïsme. Ouais, le judaïsme. Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé de ça. J'avais peur entre guillemets de l'aspect trop politique. Ouais. Vis-à-vis de ce sujet-là. Et en fait, il y a un moment où d'un seul coup, ça devient presque un sujet léger. Oui. Et très avec sa petite copine là, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Là, tout le monde s'est détendu à ce moment-là parce que tout le monde a fait oh là là, où il va? Oh là, il est en train de parler des cathos d'une manière, tu vois. Et en fait, bam, allez, c'est bon, ça. Et du coup, ça t'explique plein de choses sur le rapport de lui par rapport à sa judaïté. Enfin bon, après voilà tout ça. Coup, vois, et son rapport aussi au sexe. Tu vois, ça te rappelle. Et j'ai trouvé ça bien, tu vois, d'alléger aussi un peu ce sujet-là et de dire, on n'est pas obligé toujours d'en faire un truc foncièrement politique à tous les instants où il faut défendre son bout de gras à chaque instant pour montrer que non, il y a un truc c'est la chose la plus importante. C'est ça. Il y a un truc très beau dans le film qui rapproche aussi à Armageddon Time. Je sais pas s'il l'a vu pendant qu'il préparait ce film ou qu'il s'est empressé de faire ce film qu'il a dans les tiroirs depuis longtemps, Spielberg, en se disant merde, James Gray il est en train de le faire. Mais c'est de montrer le quotidien, le commun de la judaïté quand t'es enfant. Et que petit à petit, tu découvres ta différence et tu fais, mais on fait rien d'exceptionnel, tu vois. On fait des dîners à des jours précis avec en fait, on fait rien de plus et on fait pas Noël. Il y a le truc avec Noël aussi dedans, et que ça c'est très bien amené. Et comme c'était dans Armageddon Time où c'est vraiment tout d'un coup de se rendre compte qu'il y a des inégalités dans ce monde. Bon là, voilà, on tombe dans des stéréotypes entre guillemets. Mais pareil, le personnage de cette petite copine là, il est génial parce qu'au début tu pars aussi sur un truc de dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce personnage, oh putain. Oui. Et que t'arrives à un truc où tu dis, et finalement elle a la tête sur les épaules, et finalement, ouais, c'est lui qui est con quoi aussi. Ah ouais. Bref, on est très cryptique sur certains trucs parce qu'il faut laisser le plaisir, mais vraiment parce que c'est peut-être le premier mot qu'il y a avant de les larmes et tout ça, c'est vraiment un plaisir total de voir ce film. Tu sors de là, t'es regonflé. Hein. Salut Max. Salut. Mais oui. Ouais, et c'est un film que t'as envie de voir et revoir pour juste ne serait-ce que voir comment il fait certaines scènes, hein, même. Mais c'est un peu c'est en partie à cette séquence-là que je pensais quand je disais qu'il adore mettre de l'humour dans des moments très sérieux. Ah ouais. Où tu t'y attends et pas potache, de manière que tu t'y attends pas. C'est très très potache quoi. C'est pipi caca quoi. Enfin pas à ce point-là, mais c'est de ce niveau quoi. C'est caca boudin quoi. Mais ça fait plaisir, hein, c'est ça. Non mais j'ai entendu dire à la fin de la séance où j'étais des gens qui disent ouais il est américain, c'est un cinéaste américain, voilà, c'est toujours l'américain quoi. Tu sais, des gens qui restent coincés sur Spielberg, c'est une promotion des États-Unis, tu vois et tout. Oui. Et qui sont bloqués par ce truc là, c'est pour ça que je dis il faut se lâcher et je pense qu'il fait tout pour que tu te lâches. En vérité, en termes de sentiments, et pour accepter aussi les genres qu'il aborde, parce que dans ce film, c'est un film de danse, encore une fois, il aborde aussi plusieurs typologies de cinéma. T'as la comédie, t'as le teenage movie, voilà, le teen movie dans sa seconde partie, il y a des moments d'horreur, il y a des moments qui ressemblent à du cinéma d'horreur, hein, avec les placards et le croque-mitaine qui va frapper à la porte, et en fait, il joue sur tous ces trucs-là. Aussi. Mais c'est fou le parallèle qu'il y avait à Armageddon Time. Plus j'en parle, plus je me dis c'est fou le parallèle qu'il y a quand même. Mais bon.
Puis je trouve ça fou en fait de s'arrêter sur le côté américain alors que le film justement évite beaucoup d'écueils, et surtout souvent enfin, je prends un exemple dans un teenage movie américain, on va te montrer les jeunes qui vont à l'école, qui utilisent leur casier, qui utilisent tous ces trucs, qui vont au bal de promo, mais genre de façon placardée avec tous les stéréotypes que tu ritualisé, c'est toujours le même rituel, voilà. Ouais, c'est toujours le même truc. Tous ces trucs-là que tu attends, où tu sais que ça, c'est des trucs qu'on a aux États-Unis, pas ailleurs, etc. Et là, à chaque fois que Spielberg passe par ces trucs-là, c'est filmé de façon un peu banale, où on t'accentue pas ces trucs-là, on met pas ça en avant. Je trouve que le film est assez... Tu vois, même, on les voit à un moment aller au camping, c'est con, mais on voit rarement... Oui, c'est vrai, ouais, c'est très américain, Et en fait, tu le sens pas comme ça, ouais. Oui, mais tu vois, alors que nous aussi, tu vois, on a ce truc-là d'aller faire du camping, etc. Mais on le voit peu, je trouve, dans les films, justement parce que je pense que c'est pas le truc, le code le plus américain. Quelle séquence aussi qui est ensuite très vraiment cruciale par la suite dans l'histoire, mais même la séquence elle-même, avec tout ce qui se passe, Michelle Williams encore une fois, moi qu'est-ce que je l'aime, putain, là, Mais tous, hein, parce que oui, tous, mais même, elle, c'est le premier, en fait, ça a été le premier lien que j'ai eu avec le film, quoi. Dès que je l'ai vu, comment elle jouait, ouais. Voilà. Moi, ça a été aussi un peu avec Paul Dano, parce que vraiment, je trouve qu'il y a un truc, notamment dans cette séquence-là, tellement triste. Mais oui, triste, ouais. Triste et beau, parce qu'il y a aussi un espèce de choix de son personnage aussi à ce moment-là. Il y a tout qui se joue dans cette scène, mais c'est pas montré frontalement. Et en même temps, c'est montré avec une impudeur que n'a jamais eu presque Spielberg par rapport au féminin. Et puis je trouve que avec la séquence de danse, il te dit tout dans les relations avec juste la séquence où ils arrivent, ils allument le feu. Ouais. Juste dans cette séquence, il te dit tout sur les relations entre les différents personnages, le père, la mère, enfin il y a un truc et qui, moi ça m'a fendu le cœur à ce moment-là. Et qui est en apparence drôle et en fait au fond c'est terrible quoi. C'est pas. Ouais. Oh. Non, ça se joue sur tellement de niveaux ce film, ouais. Non, c'est un très grand film et c'est pas juste une lettre d'amour au cinéma comme disent les affiches. C'est beaucoup plus que ça. Par contre, c'est clairement un film qui te... enfin, je veux dire, s'il y avait... ça va être un film qui va aller dans le collège et cinéma, tu vois. Tu vois, ils vont amener les écoles voir ce film-là. Parce que ça t'exprime aussi... à quel point en fait le cinéma c'est une affaire de vision aussi, c'est à dire que bah oui là tu vas voir le film de quelqu'un qui parle de sa propre vie sans parler de lui-même machin et tout, mais pour t'expliquer un truc tout simple, c'est qu'à un moment, c'est le dernier plan du film aussi, à un moment c'est le choix de quelqu'un de voir la chose comme ça, et ce que ça exprime à la fin il le détient pas trop, mais il y a une vision derrière et c'est là où tu fais la différence aussi entre quelque chose qui peut te changer ta vie ou te traumatiser ou pas. Oui. C'est que c'est l'affaire de la vision de quelqu'un. Ouais. Putain, on a fait 1 heure sur Fabelmans. Alors n'hésitez plus et achetez la télécommande masculine. Merci beaucoup. Mais quel retour en trombe. Merci. Pour la télécommande masculine, qui pourrait aller très bien avec le film qu'on a vu, mais en fait ça va pas vers là. Comment se passe la grève pour tout le monde, parce qu'on n'a pas posé la question. Êtes-vous en grève? Nous, comme on est des saltimbanques, complètement, on n'est pas en grève, mais on n'est pas en vacances, on n'est pas au travail, on fait tout à la fois. Ah ouais, je suis au travail. Ouais. Bah là, il dirait pas. Ouais. Mais moi aussi, là, je suis au travail. Hein. On vous fait des lives quand même. Eh oui. Ah. Putain, alors qu'on fait à midi en se disant que c'est l'heure où tu vas te coucher. On est là pour... Ah, c'est bien une belle affiche. Eh ben force à toi, une belle affiche. Ah ouais, non, mais à fond. À fond, il faut y aller là. Hein. Et pas que pour les retraites, pour tout. Ouais, marre. Oui. Merde. Ah bah le système 9h max. Putain, 9h ouais. Après le JT du 20h, hop, au lit hein. Je suis en dilemme du patron de gauche, perso. Bah savoir, vu que t'es ton propre patron, j'imagine, est-ce que tu... est-ce que le patronat peut être de gauche? Ouais, c'est ça, c'est... Aujourd'hui, est-ce qu'on peut je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui t'empêchent quand même de le faire. Il y a beaucoup de lois. Il y a une loi que j'avais complètement oubliée et que je me dis putain, c'est vrai qu'on est dans cette société, c'est que apparemment, tu sais, ils avaient
interdit aux jeunes gens de s'habiller de manière trop affriolant à l'école. Il y a une loi qui est passée. Oui. T'en rappelles ? Voilà. Oui. Et apparemment, maintenant, c'est interdit dans la rue. Quoi ? J'ai appris ça ce matin, j'ai fait... tu sais, ça m'a à la fois pas choqué, parce que je me suis dit, bah oui, on va complètement vers là. Et en même temps, je me suis dit, oh merde. Ah merde, ouais. D'accord. Ouais, voilà, la gauche, voilà. C'est un terme qui est devenu parti politique, entre guillemets, mais c'est une idéologie et qui se retrouve pas aujourd'hui, en tout cas. Merde, on est en train de parler de ça. Et ouais, c'est ça. Non, mais je me dis, en fait, je vais vous dire la réflexion que je me suis faite par rapport à ça. Je me suis dit, mais nous, quand on était gosses, en fait, ça se réglait dans la société, cette chose-là. T'avais quelqu'un qui t'habillait n'importe comment dans la rue. Oui. Bon, t'avais tes parents qui disaient, non, mais c'est quelqu'un de bizarre, tu vois. Ou alors, il faut pas s'habiller comme ça, ils te font de la morale et tout. Et après, c'est la société elle-même où t'avais le buraliste ou quoi qui sortait, qui disait, mais qu'est-ce que tu fous habillé comme ça, casse-toi, tu vois. T'avais pas une loi qui disait, attention, c'est interdit. Papa, il a dit que c'était pas bien. Non, c'était de l'intelligence collective de dire non mais tu vois bien qu'on n'est pas tous habillés comme ça là. Rhabille-toi, je sais pas. Ou alors explique-moi, donne-moi les arguments alors. Si c'est ta liberté, donne-moi tes arguments. Moi, c'était avec ma mère où en gros il y a des fois où on devait aller faire des courses et me disait si tu restes habillé comme ça, je t'emmène pas avec moi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça a été des longs sujets de débat. En fait, c'était, je pense que c'était pas tant ma tenue qui l'a gêné, parce qu'après, je fais ce que je veux. C'était le fait d'associer ma tenue à elle. Et donc, du coup, d'appartenir à la société où tu es, et que ça peut brouiller les pistes de comment tu t'interagis avec les gens. Ouais. Et t'as pas besoin de papa, une loi là qui te dit, oui. Ça s'organise, merde, putain, on est intelligent, merde, intelligence collective, arrêtez. Ouais, Kolaski. Mais de toute façon, le monde est absurde et c'est pour ça qu'on l'adore. C'est pour ça qu'on continue à regarder des films et à en faire et à écrire des trucs et à chanter et à chialer devant, hein, comme Fabelmans. Fabelmans, ouais. Bon, en tout cas, grosse claque, quoi. J'ai eu et pour te dire à quel point ça m'a mis dans un état, c'est-à-dire que je suis sorti, j'ai eu une migraine pendant toute la fin de journée. Vraiment, je me suis couché le soir avec la migraine. Parce que j'avais pas envie de discuter, j'avais juste envie de rester dans mon coin et de... Encore une fois, si on pourrait résumer juste comme ça, c'est que c'est un film dense, mais qui n'a pas l'air. Mais tu sors de là, il y a tellement de trucs qui jouent. Et puis c'est con, mais mine de rien, comme il varie beaucoup ses émotions, que tu passes de moments très durs à, comme on disait, des moments de comédie pure, bah en fait, ça t'oblige à changer mentalement de registre, entre guillemets, et je trouve que c'est beaucoup plus fatigant émotionnellement. Alors que quand t'as un film qui est dur, mais jusqu'au bout, entre guillemets, bon bah tu restes sur la même émotion, tu pleures du début à la fin. Ouais, t'arrives à gérer avec, t'apprends aussi toi en tant que spectateur à gérer ça, ouais. Il y a une gymnastique un peu plus subtile à devoir trouver, et ça a toujours été la force de... Genre, il y a une scène où vraiment, genre, j'étais là, genre... J'étais pas bien, tu vois. Et puis d'un seul coup, j'ai fait... C'est une dispute. C'est une dispute sans dire de quoi il s'agit pour les gens qui nous regardent. C'est une dispute avec d'un seul coup la mère. Oui. Je fais ça. Oui, putain, c'est génial, hein, putain. Et en fait, moi, ça m'a fait rire ce moment parce qu'il est un peu soudain. Et en même temps, c'est triste, ouais. Ah ouais, c'est triste. C'est dysfonctionnel, ouais. Ouais, il faut que vous fassiez quelque chose, là. Il faut que vous agissiez. Non, il y a plein de choses dans ce film et oui, j'allais dire, le seul point que j'ai pas abordé par contre, c'est que tu connais ma marotte de un bon film, un très grand film, il dialogue aussi avec l'histoire du cinéma, inconsciemment ou pas consciemment, inconsciemment ou consciemment plutôt. Et là, bien évidemment, il y a un truc où bien évidemment il dialogue avec son propre cinéma. Spielberg a toujours été quelqu'un qui pousse ses scènes à l'émotion, quitte à être parfois too much, et c'est là où certains spectateurs n'aiment pas Spielberg parce que il va te tirer l'alarme. Là, il est arrivé à un niveau où moi je trouve que ça marche, quoi, voilà. Mais
bien sûr, il dialogue avec John Ford, forcément, l'homme qui tua Liberty Valance, bien évidemment, qui est cité dans le film parce qu'il y a une projection où il va le voir et tout. Mais bon, pour ceux qui ont vu le film et tout ça, il perpétue ce que peut-être réfléchissait John Ford dans la fin de sa carrière. Mais aussi avec Kurosawa, moi j'ai trouvé qu'il y avait un truc très japonais aussi dans ce film. Dans les grosses émotions et dans la manière dont c'est raconté. Et cette manière de faire de l'humour comme ça qui te casse, qui casse le ton du film. J'ai trouvé un truc plus asiatique, japonais ou coréen. En tout cas, il dialogue aussi avec tout ce cinéma-là, je trouve. Avec Ozu, avec Kurosawa, voilà, un truc comme ça. En tout cas, voilà, c'est un film qui est ultime. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est ce qu'on a raconté jusque-là, Kolaski, c'est que là, c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire que là, on a passé 1 heure à en parler, on en a pas fait le tour, et de toute façon, est-ce qu'on veut en faire le tour ou non? C'est un film qui est d'une puissance et d'une densité dans un écrin d'humilité, quoi. C'est-à-dire que tu peux ne pas voir, tu peux juste te laisser porter, mais à la manière de Zemeckis, comme je disais dans Seul au monde, putain, il faut le faire, quoi. C'est faire un film sur soi sans être mégalo, et enfin, c'est incroyable, quoi. La rencontre de fin, ça c'est toi qui pourras peut-être nous dire. Moi je c'est une des anecdotes. Je pense qu'elle a vraiment eu lieu. Ouais. Alors je conseille de regarder le documentaire sur John Ford qu'avait fait Peter Bogdanovich dans les années 70-80, je sais même plus. Donc il y a un long documentaire sur John Ford, sur toute sa carrière, qui est super intéressant, voilà. Et il y a Spielberg qui notamment intervient tout le long du documentaire, et il explique cette anecdote-là qu'il y a à la fin de Fabelmans, et qui, quand je l'ai écouté, comme beaucoup, j'ai trouvé que c'était une des anecdotes les plus folles de l'histoire du cinéma américain. De savoir que t'as un aussi grand qui a donné un conseil farfelu à un aussi petit au départ, quoi, tu vois. En fait, là où je me suis dit que ça devait être vrai, c'est que tu peux pas donner un conseil aussi, pas what the fuck, mais un peu quand même. Et toute la séquence, hein, parce que tous les détails de la séquence, c'est exactement comme ça qu'il le raconte. Après, est-ce que lui aussi il a fabule quand il le raconte dans le documentaire? Je sais pas, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à ce qu'était John Ford, hein, parce que tu le vois en interview dans le documentaire. C'est un gars qui a connu la guerre et qui est un peu farfelu, oui. Qui est un peu bougon, qui est un peu comme ça, quoi. D'ailleurs, bon, je vais pas dévoiler, mais c'est un cinéaste qui joue John Ford. Bon, tout le monde le sait presque, mais bon, voilà. On le reconnaît pas forcément. Mais il m'a dit un truc, j'ai pas regardé qui c'était, mais il m'a dit un truc de ouf. Qui va peut-être sortir. Apparemment, il y a un film qui va sortir de lui pour Cannes, et on savait pas qu'il allait revenir cinéaste. Bon, bref, de film. Et bizarrement. On peut faire aussi le lien de Fabelmans avec le cinéma de ce cinéaste aussi. C'est pas si anodin qu'il ait pris ce cinéaste pour jouer. Ah oui, et vu le conseil qu'il lui donne. Et oui, et tout le côté du miroir et de la réalité, du travail sur la représentation de la réalité, et qu'est-ce que... Voilà, bon. Ah ouais, putain, moi je l'ai reconnu direct. Sa voix aussi... Ah non, j'ai eu un truc. En fait, parce que je regarde sa chaîne YouTube, hein, moi tous les matins, oui. si j'ai pas sa météo, je peux pas savoir. Hein. Mais ça m'étonne pas en tout cas qu'il ait accepté, quoi. Parce que tu vois, ça peut être vu. Apparemment, il en a chié Spielberg pour qu'il accepte, hein, le monsieur. Ah ouais, parce qu'il était là, ouais. Puis surtout, t'as vu comment c'est placé dans le film, c'est vraiment. Il est pas là de tout le film, il arrive que là. Il est même pas mentionné avant vraiment, tu vois. Ah. D'ailleurs, il le filme un peu comme le T-Rex au début. Non, mais c'est ça, ça peut être un peu vu péjorativement en fait. Aussi, donc c'est pour ça que je suis surpris qu'il ait. Enfin, je suis pas surpris entre guillemets qu'il ait accepté vu son caractère, mais. Et surtout que quand tu y réfléchis, au fond, ça a un sens. Par rapport à la carrière de ce cinéaste, par rapport à la carrière de Spielberg, par rapport à John Ford, par rapport à ce que dit le film, en fait, il y a un sens d'avoir casté. C'est d'une intelligence, voilà. Et Michelle Williams aussi, je reviens sur elle, c'est une intelligence aussi de l'avoir castée, c'est que peut-être qu'elle ressemble à sa mère, peut-être, tu vois, il y a un truc comme ça, mais les rôles qu'elle a... Pardon ? Il part. Continue de parler, je reviens. Ah ok. Il y a une évidence par rapport au rôle qu'elle a fait jusque-là aussi, Michelle Williams, c'est-à-dire qu'on pense à Shutter Island un petit peu. On pense à
à tous ces films qu'elle a pu faire en fait récemment et pas juste Dawson. Et bon, il faut rappeler que quand même, c'est l'actrice qui est dans Dawson. Et maintenant je suis tout seul. Je suis le Paul. Je te le dis. Ah. Elle a joué dans Dawson. Ah bah oui, Michelle Williams, c'est Dawson à la base. Hein. Ah ouais. Ah. One away. Putain, et j'ai même pas mis la bande-annonce en fond et tout. On est parti direct. Ah ouais. Hop. Aucune illustration. Rien du tout quoi. One away. Alors attends, je vais essayer de trouver le générique. Ouais gros. Alors par contre du coup j'ai même pas préparé les scènes, je suis en train de me dire. Puis on va s'arrêter là sur Dawson je pense. Bah de toute façon. Dawson qui est donc... Attends. Oh Qu'est-ce que... Dawson. Le personnage de Dawson est le plus grand fan de Spielberg. Il a les posters de Spielberg dans toute sa chambre et celui d'E.T. dans son armoire ou un truc comme ça. D'accord. Et il veut choper Michelle Williams dedans. Je crois qu'il y a un petit truc de Oedipien là-dedans. C'est ça le multiverse. Chut, d'accord, putain. Alors attendez, je vais juste, voilà, préparer la petite fenêtre. Hop. Ouais, qualité exceptionnelle, hein, c'est le premier truc que j'ai trouvé. Merde, je sais pas où je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ah, je pourrais mettre... Putain, on voit pas. C'est tellement pourri la qualité qu'on voit pas. Ouais, attendez. Si, on va voir, t'inquiète. Si tu mets en assez gros plan. Opening.avi. AVI. Attendez. On va chercher. Oh là, on la voit là. La bande-annonce de 1999, là, je pense que... Hop là, on va pouvoir regarder ça. Oh là là, le bon vieux truc TF1. Ah, j'aime bien. Moi, j'ai un petit peu de fétichisme avec ça. Et on va essayer de mettre le son. Ah bah tu sais, Kolaski, je ne jugerai pas, vu les séries que j'ai vues beaucoup de fois. Je connais même, par exemple, tu sais, la dernière fois, on a renvoyé tout le monde vers Flonflon qui faisait le truc Undo Stress. Et regardez Undo Stress, ouais. Et je connais très bien cette série, hein. J'ai dû la voir 2-3 fois en entier, hein, quasiment. C'était ton kink. Je m'appelle Jane. Moi je m'appelle Dawson. Salut, je m'appelle Joey. On s'est jamais rencontrés. Jamais. Tu dois Je veux savoir ce que c'était, et je les ai revus, c'est lié au souvenir, quoi. Oui, c'est ça. Et puis c'est plein de trucs. C'est dans le scénario. Coupé. Où allez-vous exactement? Eh bien, Dawson a un revolver. On va d'abord braquer une banque et après on ira tous se faire tatouer. Aucun homme ne vous aurait aimé comme moi. Non, est-ce que vous entendez le son? Madame Léry, j'aime beaucoup votre nouvelle coiffure. Merci. Mais voilà, Dawson, il y en a dont c'est la petite, comme tu disais pour Undo Stress aussi, c'est le petit voilà truc. Mais c'est trop marrant parce que là, tout d'un coup, ça m'a fait elle a démarré là. Je savais pas du tout. C'était la meuf de la ville qui vient à la campagne et en fait elle est trop jolie et tout, et Dawson il est trop en mode prédateur sexuel là. Non mais c'est ça, il veut trop la choper pendant je sais pas combien de saisons en lui faisant du chantage affectif et tout, c'est un truc de ouf. Et en même temps t'as Joey qui est là, qui est un peu garçon manqué alors que bon, pas du tout. Sur ce, on va bientôt se quitter, si ce n'est se quitter tout de suite en fait, parce que ça fait plus d'une heure. Allez voir Fabelmans, vraiment ça vaut le coup de ouf. Mais comme j'avais dit, parce que voilà, la différence entre nous deux, c'est que moi ça fait 3 semaines que je l'ai vu quasiment. Ouais. C'est que je pense quand même que vous n'êtes pas obligé de dépenser et d'aller dans une salle de cinéma pour apprécier malgré tout la qualité grande du film. Voilà. Je trouve que c'est un film qui va vraiment traverser les âges et les formats. Mais je pense que quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, on a tous connu de grands films où on a toujours dit ouais il faut aller voir au cinéma. On les a tous connus en VHS, télé, et ça nous a tous mis quand même la claque, ouais. Donc je pense que le cinéma c'est une expérience différente si on aime ce genre de choses, mais que ça nous empêche jamais fondamentalement d'accéder à un film, sauf pour certains films qui vraiment ont
était prévu pour une expérience de salle, mais c'est quand même globalement pas. Vu que c'est la prochaine vidéo que je vais sortir sur ma chaîne, et ils sont sortis pas longtemps après chez nous en France, c'est Babylone et Fabelmans. Babylone, alors le discours de Babylone sur le cinéma et tout, on est très loin et c'est un peu voilà, c'est comment on pourrait dire ça, c'est on en a parlé la dernière fois. C'est la foire aux zizi et au caca et au pipi quoi. Voilà, c'est un peu ça Fabelmans. Pas du tout Babylone. Il a un côté plus torturé, Damien Chazelle, globalement, concernant l'art. Oui, mais là, c'est la foire à la saucisse, un peu, Babylone, quand il réfléchit par rapport à Fabelmans, c'est pas du tout. Mais par contre, pour le coup, vraiment, Babylone, je sais pas si tu peux l'apprécier en le regardant chez toi. C'est vraiment une expérience sale parce que c'est la foire, hein, c'est le rock'n'roll, ça part dans tous les sens, tu sais pas, tu peux être outré par une scène et puis juste après, machin. Là, c'est vraiment un très grand film, de A à Z. Je pense que si tu démarres le film, tu le termines et même si tu as des a priori, des trucs et tout ça, c'est indéniable que c'est très bien raconté. Et voilà. Ouais. Alors ça c'est d'autres trucs, mais ça dépend des salles et tout. Et puis les gens, va pas voir Creed 3 parce que tu risques de prendre une droite, tu vois, un truc, voilà. Châtaigne. Mais surtout que le film a pas l'air bon. Enfin, faut arrêter de déconner quoi. Je suis vraiment, je suis fan de Rocky, mais les Creed, je peux pas quoi. J'ai du mal. Mais par contre, pour des films comme ça vaut le coup, ouais. Ça vaut le coup de peut-être y aller, mais sinon, ça marchera quand même. Là où je trouve ça intéressant, c'est pour l'expérience collective d'un. Je trouve que, en fait, pour moi, il y a expérience collective où tu partages et où c'est les réactions qui sont chouettes, et t'as ce genre d'expérience collective qui est un peu différent, où là, c'est plus de ressentir des émotions avec des gens et de savoir que t'es pas tout seul. Hein. Ouais. Tu sais, ce truc de pas avoir, de te dire je suis pas tout seul, tu sais, comme t'avais dit en sortant de quelques minutes après minuit, où tout le monde sortait en disant non, oui. Ouais, tu te regardes et tu dis pas de mots, tu vois juste que tout le monde a les yeux un peu rouges ou quoi, et puis faire ouais. Tu vois, c'est des c'est des trucs très animaux. Des expériences de cinéma, tu vois, c'est ce truc d'avoir partagé ce truc-là et de dire je suis pas tout seul et oui, Ouais, et puis il y a un côté avec Spielberg où maintenant qu'il est tellement connu et comme on sait tous l'âge qu'il a et puis le type de film que nous allons voir de cet auteur-là, il y a un côté d'aller écouter Papy aussi. Enfin, il y a un truc où même si t'aimes pas Papy parce qu'il est un peu t'aimes pas ses idées, tu vas aller le voir. Tiens, même ceux qui sont contre le film sont allés le voir, tu vois. Oui. Finalement, on va voir ce qu'il dit Spielberg, là, tonton, voilà, le fameux tonton Spielberg que sort les gens. Mais il y a ces effets-là, vraiment, hein, quand t'es dans une salle qui est un peu remplie, de vraiment, on va les prendre. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Spielberg, il a plus rien à faire, hein, en vérité. Hein. Du coup, c'est super beau. Oui. Voilà. Allez, on va pas revenir. Hein. Allez voir Fablesman si ça vous branche et que ça vous fait envie. Ah oui, j'ai pas entendu. Allez voir The Fabelmans. Ouais, j'ai mis 2 semaines à savoir le dire aussi. Si ça vous branche et si vous avez envie de le voir en salle, profitez-en parce que c'est très chouette. Le cinéma n'est qu'une question de désir. Si vous avez pas envie d'aller voir un film, n'allez pas le voir. Si c'est dans 10 ans que tout d'un coup vous dites ah j'ai envie de le voir, mais c'est pareil. Bah c'est ça. Nous on est un peu bizarre. Voilà, on est un peu bizarre. Pour ma part, c'est un truc obligé et tout ça, mais il y a des moments où juste j'ai pas envie d'aller voir les films qui sortent en ce moment et de regarder des vieux films ou alors. Et puis, je viens de tiquer sur un truc par rapport à tout le film Fabelmans. C'est que mine de rien, il te dit j'ai eu une fascination pour le cinéma, un truc obsédant, etc. Mais on le voit jamais retourner au cinéma de tout le film. On le voit voir Liberty Valance, mais il y a l'histoire avec les scouts et tout, mais après on le revoit pas, il fait pas de notion des films qu'il va voir. Ouais. Il fait pas. C'est pas un rapport à ça. La salle est un temple et qu'il faut y aller quand on fait du cinéma, etc. Tu vois. Et que faire du cinéma n'est pas une affaire de cinéphile. Ouais, non. Ça c'est super bien qu'il dise ça. Et que tu peux faire des films sans passer ta vie en salle. Fabriquer du cinéma, c'est pas. Oui.